Bonjour. Est-ce que tu sais que il n'y a pas que les maladies, il n'y a pas que la génétique, peu importe qu'il soit héréditaire, mais est-ce que tu sais que il y a aussi des comportements qui sont héréditaires? Est-ce que tu sais que il y a aussi des attitudes que des gens, hommes et femmes, transmettent à leur génération future et qui restent et qui deviennent héréditaires? Est-ce que tu sais que certains systèmes de pensée sont aussi héréditaires de génération en génération? Où est-ce que je vais en venir? Si l'Afrique, bon, je ne vais pas dire l'Afrique, parce que l'Afrique est toujours riche. Si les Africains sont ce qu'ils ou elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une invasion d'une multitude de nations qui sont venues attaquer l'Afrique, sont venues génocider des nations étrangères qui sont venues, pas qu'une seule nation, mais des multitudes de nations. Il y aura par exemple l'Empire ottoman qui va venir, qui va attaquer, pam, 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 elle est vaincue. Et puis, vos arrière-grands-parents n'ont pas encore eu le temps de récupérer qu'il y a quoi? L'Empire germanique qui vient encore attaquer l'Afrique. Même pas 3 semaines, il y a encore l'Empire romain qui vient, l'Empire grec, les Assyriens, les Arabes qui viennent tour à tour attaquer, les Français, l'Empire britannique, les Assyriens, les Babyloniens, bref, qui viennent tour à tour attaquer l'Afrique. Voilà comment l'Afrique a été d'année en année envahie jusqu'à ce que ça conduit à la plus grande abomination que l'humanité ait connue aujourd'hui, l'esclavage de toutes ses formes, hein, y compris la colonisation. Et aujourd'hui, où nous en sommes, la néocolonisation, perpétrée justement par la mentalité, la philosophie, l'idéologie euh, occidentaux, impérialistes occidentales. Là où je veux en venir est que comment expliquer à nos enfants qu'un pays africain, peu importe, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'un pays africain souverain qui a une véritable puissance sur ses richesses sous-sol, ses richesses minières du sol, puisse désormais faire l'objet justement d'un véritable chantage ou même faire l'objet d'un embargo d'un autre pays occidental à des millions et des millions de kilomètres carrés de son territoire. Comment expliquer ça en 2024? Comment expliquer ça en 2023, 2024, 2025 et même 2026 et même peut-être 2030? Comment expliquer ça? C'est ce qu'on va essayer justement de voir un peu dans cette vidéo. Et ce qui va arriver, je vais te montrer une vidéo preuve à l'appui où des gens aujourd'hui se réunissent en comité restreint pour pouvoir discuter de comment sera justement la nouvelle colonisation, de comment sera perpétrées les stratégies qui seront mises en place pour encore coloniser, esclavagiser encore les Africains. Aujourd'hui, en 2024, quand tu y penses, mais tu dis que mais, ces hommes et ces femmes qui se réunissent, ce sont monsieur et madame, tout le monde que tu croises dans la rue, hein, qui sont justement les enfants des arrières et arrière qui ont justement été dans cette même idéologie depuis 1883, 1884, 1885, avec la conférence de Berlin. C'est là que l'Afrique a été départagée comme un gâteau par les différentes puissances euh, coloniales à l'époque pour avoir la même mise sur les puissants, les puissantes richesses
faramineuse qui regorge l'Afrique, et jusqu'à aujourd'hui. Mais cette attitude qu'avaient leurs arrière-grands-pères, les Occidentaux, là, leurs arrière-grands-pères, aux grandes-mères, aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont en train de perpétrer cela. Tu ne me crois pas, non? Justement, je vais partager avec toi. La vidéo reste jusqu'à la fin. Maintenant, comment expliquer ça à nos enfants? Tu sais que l'hégémonie occidentale, un groupe de gens, des blancs occidentaux, ben, comme ils se considèrent en tout cas plus intelligents, plus sages en tout cas, plus puissants que toi et moi, ont décidé que toutes les richesses, quelle que soit leur forme, en tout cas dans dans cette planète, en tout cas, leur appartiennent. C'est justement la loi états-unienne qui dit qu'il faut protéger les sources d'approvisionnement pour leurs intérêts et plaisirs. Donc, à partir de ces principes, ils appliquent au niveau des États dits périphériques, des États où on exploite, c'est un mot même vulgaire, c'est un mot même à connotation même diabolique, où on exploite les ressources naturelles. Le principe des possessions universelles des ressources. Oui, car l'impérialisme s'est développé dans le monde avec le principe d'universalité. Parce qu'il y a des mots qu'on utilise, tu dis universalité, globalisation. Le monde est devenu un village global. Mais est-ce que tu sais de quoi tu es en train de parler dans ta tête? Les mots, certains mots ont emprisonné des millions et des millions d'Africains dans ce qu'on appelle l'esclavage mental, dans la colonisation mentale jusqu'à aujourd'hui. Des mots comme racisme, des mots comme Dieu, religion, universalité, des mots comme partenariat. Les mots que tu utilises, quels sont les mots que tu utilises? Est-ce que tu connais leur origine? Ces mots dont tu es en train de te targuer, dont tu es en train de faire l'éloge sur les réseaux sociaux, est-ce que tu connais justement leur origine? Mais sans le savoir, ce sont ces mots que tu utilises qui te condamnent même à pouvoir justement vivre cette vie prétendument, si peut-être tu es confortable, mais en réalité, tu seras toujours à la botte des Occidentaux. À chaque fois que tu entends le mot globalisation, intégration commune, égalité, honnêtement, je te conseille, père, ma soeur, je te conseille en tout cas de prendre en tout cas tes deux jambes au cou et de prendre à la fuite. Si tu peux courir plus vite qu'Usain Bolt, je te le conseille de le faire. En fait, les principes de la morale occidentale sont le principe de l'humanité. Mais attention, attention, je parle d'humanité blanche. Parce que l'universalité ici se base sur le fait que la possession occidentale soit une possession universelle. C'est au nom de cette possession universelle qu'ils ont organisé la fameuse conférence de Berlin. Je ne sais plus 84 ou 85 ou 83, bref, je ne sais pas. Berlin a été la matérialisation des principes de possession universelle des royaumes occidentaux sur l'ensemble de la planète. C'était ces jours-là où on a décidé, déjà le but de la conférence du Berlin, c'était de prendre en otage le Congo et de se diviser le gâteau. C'est grâce à la conférence de Berlin, le jour où ils ont décidé de partager l'Afrique, que en Europe, ils ont cessé de se faire des guerres. Oui, parce que si tu ne le sais pas, en Europe, de toute l'histoire, depuis que les Européens sont apparus, en tout cas, sur cette terre, ils ont toujours été en confrontation, en guerre fratricide, des guerres mortelles. Il ne s'est passé jamais un mois sans qu'il y ait une guerre. Soit ça peut être les Allemands contre les Belges,
ou bien les Belges contre les Hollandais, ou bien la France contre les Allemands, ou bien la Pologne contre les Hongrois, ou bien ça sera comment on appelle ça, la Roumanie contre la Grèce. C'était tout le temps des guerres. Ou bien ça sera les Assyriens, les Babyloniens contre les Arabes contre le Kazakhstan. C'était tous les mois. Il ne s'est passé jamais un mois sans qu'il y ait une guerre. La paix est entrée en Europe, la première paix est entrée en Europe à partir du moment où ils ont découvert l'Afrique à travers l'Égypte. Un mot même déformé en réalité qui s'appelait Kemet. C'est lorsqu'ils ont eu accès connaissance à la science, à la philosophie, à la médecine, toutes sortes de sciences qu'on connaît aujourd'hui, à la morale, que les Européens ont commencé à arrêter de se faire des guerres. C'était leur libération pour eux. Mais ils ont emporté avec eux cette attitude qu'ils avaient déjà entre eux pour justement aller exterminer justement nos ancêtres, mes ancêtres en tout cas, africains. Parce que n'oubliez pas, même entre Européens, l'Europe occidentale a esclavagisé l'Europe de l'Est. Voilà pourquoi le peuple de l'Europe de l'Est, on les appelle le peuple slave, qui vient du mot slave, qui vient du mot slave. Entre eux, ils se sont esclavagisés. Entre eux, l'Europe occidentale contre l'Europe de l'Est, dont l'héritière est aujourd'hui la Russie. J'ai déjà expliqué dans une vidéo pour comprendre l'origine de ces conflits entre l'Occident, l'Ouest, contre l'Est, contre la Russie, qui est justement l'héritière justement de cette tradition du peuple slave et aussi de l'empire byzantin, dont la Russie est l'héritière aujourd'hui. Il y a Rome, l'empire byzantin, il y avait une guerre phénoménale. Et même parmi les religions aussi, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Mais bon, ça, c'est l'histoire. Donc, pour revenir à notre sujet, comment tu vas expliquer ça aux enfants? Donc, grâce au principe des possessions universelles sur l'ensemble de la planète, les Occidentaux se sont enrôlés le droit d'être le propriétaire ultime de toutes les ressources, de tous les êtres humains sur la Terre. Oui, je sais que ça fait mal, hein, je m'en fous que ça te fasse mal, mais c'est la réalité, c'est comme ça. La justice dont on parle, droit international, droit humain, ou bien droit je ne sais pas quoi, ou bien les droits de l'homme, non, les droits de l'homme existent parmi les plus forts. Mais si toi, ton pays est faible, ça n'existe pas. Ils viennent, ils prennent possession de ta terre, et parfois même, ils vont même pacifier, coloniser, à leur guise, à leurs intérêts. C'est comme ça. L'égalité, donc, l'égalité, ça n'existe pas. L'égalité existe à partir du moment où tu es fort. À partir du moment où tu as l'arme atomique. À partir du moment où ils savent que tu as une armée forte. Oui, là, on va parler d'égalité. Là, on va s'asseoir maintenant pour écouter comment ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que toi, tu veux? Comment est-ce qu'on peut s'arranger? Voilà. Donc, au nom de ça, qu'ils se partagent, par exemple, l'Afrique, selon leur goût. Ils ont les droits de vie et de mort sur tous les Occidentaux. En tout cas, en Afrique, c'est comme ça. Ne viens pas me parler de oh, il y a les droits de l'homme, oh, il y a des organisations, il y a des organisations anti-racisme ou SOS racisme. Bon, SOS racisme, alors, pourquoi on a alors le franc CFA? Tu me parles des organisations antiracistes, vraiment? Tu me parles des droits de l'homme, alors pourquoi il y a eu l'esclavage? Pourquoi là, il y a eu la colonisation? Pourquoi aujourd'hui, en Mauritanie, par exemple, en Libye, il y a toujours la traite des esclaves? Tu me parles, par exemple, que l'islam est une religion de paix, ben, tu sais qu'il y a toujours la vente. L'islam n'a jamais aboli la vente des Noirs. L'Arabie saoudite a mis fin à la vente des Noirs. Ce n'est qu'en 1962 ou 72. Hein? Ouais, 72, 72. Oui, des Noirs. Et qui te retrouve par millions pour aller justement foutre la tête à terre et puis le cul en l'air, ceux-là même qui on va vendre comme esclaves. Donc, si, au nom de quoi ils vont se partager maintenant les territoires d'Afrique? Ça, c'est une bonne question que moi aussi je me suis posée. Eh bien, donc, ici, tu vois, nous sommes ici dans le principe des possessions universelles, des ressources et des biens et des personnes. Et même la notion
euh, les principes de possession des nations occidentales, ils les font prévaloir chaque fois dans ce qu'on appelle le droit international. Quand tu entends le droit international, c'est ça que ça veut dire, le principe de possession universelle. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout, peu importe. Donc, c'est ce fameux droit international qui est leur organisation des rapports juridiques entre le peuple, entre justement, euh, entre les nations. Et ils le font prévaloir chaque fois qu'ils veulent défendre justement le droit des prédations. Tu vois. Donc, c'est un élément qui leur permet d'avoir justement la prédation. Ils utilisent donc des embargos. Parfois, vous mettre la pression, ils te mettent la pression. C'est la pression douce, communément appelée ici le soft power. Et j'en ai une fois parlé dans une des vidéos, va voir, c'est là, eh bien, ça va apparaître ici. Donc, on se montre d'abord, par soft power, c'est quoi? On se montre d'abord moins violent qu'avec les armes. On commence par là d'abord, déjà c'est une première étape. En fait, les embargos sont justement les précurseurs justement de la force physique qu'ils vont appliquer contre l'Afrique, contre tout peuple, ou en tout cas, ils ont en tout cas des intérêts en tout cas stratégiques, où ils ont des ils visent des intérêts stratégiques. L'exemple parfait ici qu'on parle, parce qu'on est en plein milieu justement des, de ces désastres, c'est ce qui se passe en Russie. Par exemple, tu as vu, embargo, 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 mais après, c'était quoi? Après, c'était maintenant la force militaire. Donc, voilà comment ils utilisent justement cela contre les États africains. Et ces pays se retrouvent maintenant à vivre quoi? Dans la pauvreté matérielle, sans jamais justement bénéficier des retombées de leur richesse. Parce que l'Afrique est riche. Hein. L'Afrique est riche. Tout pays africain, en tout cas, tout pays africain, peu importe, un seul pays, je vais prendre par exemple le Sénégal. Le Sénégal est plus riche que toute l'Union européenne, que tous les pays de l'Union européenne réunis. Le Koweït, le Qatar, avec une seule ressource, le pétrole, avec le pétrole, mais regarde comment le Qatar est. Pourquoi est-ce que le Sénégal ne sera pas pareil? Je comprends maintenant le principe des possessions universelles. Car le Sénégal n'appartient pas aux Sénégalais, contrairement à ce que certaines veulent nous le faire croire. Non. Les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête du Sénégal, on le voit, ce ne sont que des larbins au service justement de l'impérialisme occidental. Où est la promesse alors que Sonko nous a fait? Pourquoi les bases militaires sont toujours là? Est-ce que le peuple a voté pour ça? Mais il y a des fanatiques de Sonko, il y a des fanatiques de Bassirou Diomaye Faye qui veulent ici, ouais, laissez-le le temps, laissez-le le temps. Est-ce que le Mali a attendu un mois, 2 mois pour pouvoir manifester euh, pour pouvoir manifester son désaccord contre tous les accords coloniaux? Est-ce que le Burkina Faso a attendu 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir dire qu'il n'était pas, qu'il était pour ou contre? Est-ce que le Niger a attendu un mois, 2 mois? Non. À peine entrés, ils ont dit, ben voilà, nous rompons avec tous les accords coloniaux. C'est comme ça. Bref, tu comprends maintenant que à travers ceci, comme le peuple ne bénéficie pas des richesses, ils savent déjà que en mettant justement ces principes de possession universelle, tout être humain normal est censé de se révolter. Maintenant, comment faire pour pouvoir justement temporiser leur ardeur? Comment faire pour pouvoir maîtriser leur esprit? Et pour ça, ils envoient en Afrique des prêtres, des imams pour construire des églises, pour construire des mosquées. Puis on vous envoie des ONG, des organisations non gouvernementales, oui, hein, des projets qui vont financer des projets hein, que ces ambassadeurs étrangers viennent financer pour financer des projets des étudiants, pour financer la société civile.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est l'histoire, justement. Et d'ailleurs, même un de mes projets dans le futur sera justement de partager avec toi, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais m'y prendre pour le faire, mais de partager avec toi des livres qui datent d'un siècle, 2 siècles, 3 siècles, pour te montrer comment est-ce que les ancêtres de ces occidentaux esclavagistes pensaient. Et tu seras surpris. Et tu vas tomber du haut des 100 étages. Quand maintenant tu compares, il y a 2 siècles, 3 siècles, et aujourd'hui, là, tu verras qu'il n'y a pas photo, mais on est en train de vivre toujours les mêmes principes, philosophies, mêmes pensées qu'ils avaient déjà il y a 2, 3, 4 siècles. C'est les mêmes qu'ils sont en train d'employer aujourd'hui. Mais ça, on verra dans le futur. Maintenant, je vais te partager avec toi la vidéo et écoute toi-même comment est-ce qu'ils sont en train de mettre en place des stratégies qui vont justement mettre l'Afrique sous colonisation pendant encore plus d'un demi-siècle. Parce qu'ils sont déjà en l'œuvre. Ici, je te parle des stratégies qui sont déjà mises en place. Et comment est-ce qu'ils sont en train maintenant de se renouveler. Regarde toi-même. DCI est une société à mission. Vous nous expliquerez ce que cela veut dire émanant des forces armées et de la Direction générale de l'armement, dont l'État est actionnaire à plus de 50%. Vous aidez ces pays partenaires à relever les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, en contribuant notamment à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de leurs armées. Enfin, Monsieur le général Didier Castres, vous êtes le président de Géogroupe, une entreprise de sécurité privée, cette fois spécialisée dans l'accompagnement et le développement des projets en zone à risque. Nous serons heureux de vous entendre sur la manière dont vous contribuez au rayonnement de la France en Afrique, sur les missions essentielles qui sont les vôtres, sur les difficultés que vous êtes amenés à rencontrer dans le contexte géopolitique en mutation que nous connaissons et les enjeux que vous percevez pour l'avenir. Aussi, messieurs, je vous laisse la parole, chacun pour une dizaine de minutes avant la séance des questions-réponses avec les députés. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par monsieur Jérémy Pelé, directeur général d'Expertise France, pour 10 minutes. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de m'entendre aujourd'hui. Je pense que le cas de l'agence que je dirige depuis 5 ans, Expertise France, est assez pertinent dans le cadre de votre cycle d'audition sur l'Afrique, avec 2 raisons. La première, c'est que, vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, notre agence est très présente sur le continent africain, plus de 50% de son activité. J'ai circulé, vous pouvez en avoir connaissance pour gagner du temps, l'ensemble de nos activités sur le continent africain à la présidence de la Commission. Et puis nous sommes une agence de coopération technique, vous l'avez dit, présente sur tous les domaines, y compris le domaine de sécurité et de défense. 3 points, si vous me le permettez. Le premier, je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà par tordre le cou à une idée reçue. L'idée reçue, c'est que les relations de coopération entre notre pays et le continent africain régressent. Ce n'est pas le cas. Au contraire, d'ailleurs, elles se développent. Elles changent de nature, c'est vrai. Mais elles se développent et je pense que nous en sommes un bon exemple. Expertise France, nous sommes l'agence de coopération technique de la France, interministérielle. Nous travaillons pour tous les ministères, y compris le ministère des Armées. Et notre activité connaît une croissance rapide, notamment, mais pas seulement, sur le continent africain. Nous avons une mission de service public précisée par la loi de 2021. Cette mission de service public, c'est celle de projeter, mobiliser l'expertise française à l'international sur ressources bilatérales et multilatérales et dans tous les domaines. La loi d'ailleurs acte aussi notre filialisation à l'AFD, mais avec un mandat propre et notre rôle dans le cadre de la politique extérieure de coopération et de développement. Ce rôle, il ne cesse de croître. L'agence, depuis 5 ans, a doublé son activité. De 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, nous avons atteint 390 millions d'euros l'an passé. Et elle a quadruplé
sa taille depuis sa création en 2015. Et cela sur tous les champs, coopération, justice, gouvernance, culture, santé, éducation, emploi, développement durable, mais aussi paix et sécurité. Et cette activité croît autant sur le continent africain que sur le reste du monde, puisque la part de l'activité reste stable dans nos projets. Nous avons 1200 personnes aujourd'hui sur le terrain, 1200 personnes, dont 750 en Afrique, avec d'ailleurs une majorité de ressortissants africains parmi ces personnels, et puis 600 à Paris. Nous sommes donc au cœur de la nouvelle relation avec l'Afrique, sur les startups, avec le programme Choose Africa en format groupe AFD, sur la coopération muséale, la restitution des biens culturels, l'élargissement de la coopération de la France à de nouveaux pays. Je pense au Rwanda, je pense à l'Éthiopie. J'étais la semaine dernière en Angola et au Mozambique, dans lequel notre coopération s'accroît. Donc au final, même si nous avons été évidemment impactés significativement par la situation politique au Sahel, je pense qu'il faut sortir de cet effet loupe. La croissance de notre activité sur le continent africain depuis 10 ans, elle témoigne d'une chose, qui est qu'il y a un appétit pour les compétences françaises sur le continent qui sont demandées, et l'envie d'ailleurs des pays de travailler avec nous, pas seulement des pays francophones, pour renforcer leur politique publique, ce qui est le cœur de notre métier. Et dans ces politiques publiques-là, et c'est mon second point, il y a le champ de la coopération de sécurité et de défense qui vous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette commission. Vous ne le savez peut-être pas, mais Expertise France a toujours eu le mandat d'agir dans le champ de la sécurité et de défense, même avant la création de l'agence. Avant sa création en 2015, c'est les agences qui l'avaient précédé, France Coopération Internationale, France Expertise Internationale, travaillaient déjà pour, dans le cadre des Nations Unies, sécuriser les camps de la MINUSMA au Mali, à Gao et à Kidal, où nous avons d'ailleurs mobilisé des entreprises françaises, dont Géos, qui travaillaient avec nous. La paix et la sécurité dans notre activité, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, en 2023. 100 millions d'euros. Donc c'est quand même un quart de l'activité de l'agence, dans les 4 domaines que sont le renforcement des forces de sécurité et de défense, les menaces globales, la prévention et l'adaptation aux risques, je pense notamment au risque NRBC, et la stabilisation dans les pays en conflit. Donc pour ça, nos modes d'action sont assez larges. On mobilise une large palette d'interventions, l'assistance technique, bien sûr, l'envoi d'équipes projets dans les ministères, dans les structures de sécurité et de défense, mais aussi dotation en matériel et construction d'infrastructures, voire d'infrastructures lourdes. Notre mandat, c'est que nous agissons toujours dans le cadre d'une activité non létale en raison des contraintes de notre mandat. Nous sommes actifs dans le renforcement des forces de défense, c'est le cas en Afrique de l'Ouest, c'est le cas en RDC. Nous sommes aussi actifs dans le champ de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la sécurité maritime, la cybersécurité, autant d'enjeux qui sont très importants aujourd'hui. Géographiquement, une présence relativement forte en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, mais aussi en Afrique centrale, dans l'océan Indien. Et je n'oublie pas, en dehors du continent, des projets emblématiques, la construction du quartier général du poste de commandement du régiment modèle au Liban, la sécurisation des frontières en Jordanie, le voisinage Est, etc. Notre grande force, c'est notre capacité à mobiliser des financements internationaux et en particulier européens. Expertise France, c'est une machine à gérer des fonds européens. Mais au-delà de ça, c'est aussi une très grande confiance structurée au fil des années avec ce partenaire qu'est l'Union européenne sur les questions de coopération et de défense. Peut-être quelques principes d'intervention qui sont importants de rappeler. Je pense que le renforcement des capacités d'intervention et de déploiement des armées locales en délivrant équipements, infrastructures, elle se fait toujours à la demande des partenaires. Nous ne faisons pas à la place des forces locales. Nous contribuons à leur montée en puissance. Nous prenons une approche intersectorielle, et je pense que c'est la force d'une agence comme la nôtre, c'est-à-dire que nous poussons dans nos activités le renforcement du lien de confiance entre population civile et forces de défense et de sécurité, en rendant ces forces plus professionnelles, plus redevables,
en instaurant un dialogue inclusif, continu entre eux, en y intégrant des dimensions de justice, de bonne administration, voire de santé d'ailleurs. Nous poussons dans nos actions le renforcement de ce lien de confiance. Nous répondons à l'urgence du temps politique. Nous avons fait l'expérience, construit et livré des emprises militaires, notamment des postes militaires renforcés dans des régions très compliquées, en moins de 2 ans. Nous contribuons au déploiement de l'expertise française, évidemment. Je pense au renforcement des rôles, des fonctions prévôtales, par exemple, en Mauritanie, au Tchad, où nous travaillons évidemment très étroitement avec la gendarmerie française. Pour cela, nous nous appuyons sur notre partenariat avec tous les acteurs, que l'on réunit d'ailleurs dans notre comité opérationnel de défense, les acteurs institutionnels, bien sûr, le MINARM, le MA, la DGRIS, le réseau diplomatique de défense, la DCSD, vous avez entendu son directeur, je crois, juste avant nous, les opérateurs français, DCI, Civipol, l'économat des armées, et puis je n'oublie pas non plus nos partenaires étrangers. Je pense aux agences de coopération comme Enabel, Civipol, car de plus en plus sur les financements européens, on nous demande d'agir en équipe Europe. Et c'est évidemment important d'avoir ce réseau-là. Je suis d'ailleurs le président actuellement de l'association des agences de coopération européennes. Dernier point, je pense que dans ce contexte, et dans ce contexte de révision d'ailleurs globale de notre présence militaire sur le continent africain, je pense qu'on peut continuer à mieux nous organiser pour répondre aux besoins de nos partenaires africains. Ce qu'il est important de garder, c'est l'approche à la demande. Lorsque nous renforçons les capacités d'intervention, je l'ai dit, c'est toujours à la demande. Ça rejoint aussi les intérêts de la France. C'est ce que nous avons toujours fait lorsque nous avons équipé les bataillons d'un certain nombre de forces en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous continuons à faire dans le Golfe de Guinée en complémentarité avec l'action de nos propres forces. En ce sens, je pense qu'on s'inscrit totalement dans le cadre de la nouvelle posture de coopération de défense française en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes exactement dans la ligne de la mission qui a été récemment confiée par le président de la République à Jean-Marie Bockel en tant qu'envoyé spécial pour l'Afrique, qui réfléchit, vous l'avez sans doute entendu, à la manière de bâtir avec les pays africains des partenariats de sécurité renouvelés, équilibrés et mutuellement bénéfiques, basés sur leurs besoins, leurs demandes et leurs capacités d'action propre. Donc c'est, je pense, exactement ces principes qu'il faut garder en tête, avec une posture qui doit être une posture d'humilité, je pense. Ce n'est ni à la France ni à l'Europe d'être prescriptif en la matière, et une posture d'efficacité. Cette efficacité, elle inclut aussi la durabilité et le maintien en conditions opérationnelles du soutien qu'on peut apporter. Nous avons, dans ce contexte, sans doute des marges d'amélioration. Sur la coordination de l'équipe France, on a un paysage assez éclaté. Nous avons un très bon partenariat avec les acteurs institutionnels, en particulier avec la DCSD, où les coopérants de la DCSD sont impliqués directement dans nos projets. Je pense au Bénin, je pense aux écoles nationales à vocation régionale, je pense à l'ILCT que vous avez entendu juste avant. Mais nous avons parfois un peu de concurrence aussi entre acteurs français, là où beaucoup de nos partenaires étrangers sont très bien organisés, souvent avec une seule voix. Et donc, je pense que ça fait partie des éléments en tenant compte du contexte actuel sur lequel on peut avancer. En conclusion, je dirais que nous sommes à un moment charnière. La présence militaire française directe sur le terrain sera peut-être amenée à diminuer, mais la question, c'est par quoi la remplacer ? Par quoi la remplacer ? Par rien, par ce qu'attendent nos partenaires africains. Je pense que c'est ça la question politique, c'est le choix politique. C'est un choix qui a des implications fortes, des implications opérationnelles, des implications budgétaires. En tout état de cause, comme l'ensemble du groupe AFD, Expertise France se transforme et là pour y répondre, car je suis convaincu qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité et qu'il faut encore mieux articuler les deux pour assurer le développement durable du continent. Je vous remercie. Merci. On voit que votre champ d'action dépasse largement l'Afrique. Merci pour toutes ces explications. Je vais laisser la parole au général Didier Castres, président de Géogroupe. Merci, monsieur le vice-président, madame le député, monsieur le député, chers amis. Quelques mots pour redéfinir un peu ce qu'est Géos.
Géos, d'abord, fait partie du groupe ADIT depuis 2019. Et si son ADN initial était focalisé sur des prestations de sûreté-sécurité, son offre a été largement ouverte. Maintenant, Géos fait de la formation, gère des programmes complexes et fournit, là où elles sont demandées, des expertises spécifiques particulières. Expertise France disait qu'effectivement, on avait collaboré. Notamment, il nous avait confié la rémunération et le suivi financier des membres du G5 Sahel pendant 5 ans. Et cette opération s'est terminée cette semaine ou la semaine dernière. Je voudrais juste repréciser un peu quels sont maintenant les 4 métiers de Géos, en tout cas ceux qu'on essaie de développer. Et ces métiers, évidemment, ils ont vocation à s'inscrire dans des pays qui sont plutôt mal pavés. Et en gros, plutôt mal pavé, c'est une dizaine de pays en Afrique dans lesquels on est présent. Tout ça pour un chiffre d'affaires qui n'a évidemment aucune commune mesure avec ce que vient d'exposer le PDG d'Expertise France. On fait 50 millions, Géos, c'est 50 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié en Afrique. Géos, c'est 900 collaborateurs, dont 700 en Afrique. C'est à peu près ça la copie générale de Géos. Les 4 métiers de Géos, c'est d'abord aider à l'implantation et au développement commercial d'entreprises ou d'organisations institutionnelles en leur garantissant les conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, à leur mobilité et à leurs implantations. À ce titre-là, Géos n'est pas spécialisé, il y a évidemment beaucoup de concurrence sur ce sujet-là, mais assure la sécurité d'un certain nombre d'emprises diplomatiques, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient françaises. C'est notamment le cas au Burkina Faso. Dans cette sécurisation, il y a finalement 3 choses. Il y a d'abord l'information des gens sur la situation sécuritaire, il y a le suivi de la situation sécuritaire, il y a la sécurisation des emprises, et enfin, il y a possiblement l'extraction ou l'évacuation des gens si les conditions de sécurité ne sont plus considérées comme tenables. Je prends un exemple parce qu'il est significatif, même si jamais ça n'arrive pas tous les jours. On a évacué du Yémen 150 personnes en affrétant un bateau lorsque la situation a complètement dégénéré au Yémen. Voilà ce qu'on est capable de faire en matière de sûreté. Le deuxième volet, qui est plutôt nouveau, c'est faciliter l'insertion d'ONG ou d'organisations professionnelles ou institutionnelles particulières dans les pays à risque par de la formation. Ce qu'on appelle la formation HIT. La formation HIT, c'est la formation aux environnements hostiles. On travaille dans ce domaine-là de façon très régulière avec Acted, avec l'AFD, avec Expertise France, on l'a fait aussi, avec MSF, etc. Et on a formé l'année dernière environ 700 personnes à ces zones de crise ou à ces comportements en zone de crise. Le troisième métier, c'est suppléer les entreprises ou les organisations internationales dans la mise en place d'expertise dès lors qu'elles ne souhaitent pas engager leur propre personnel dans des zones à risque. Je prends un exemple qui maintenant est passé. On avait été sollicité par les Nations Unies pour assurer la maintenance du système informatique des Nations Unies à Bamako. On assurait aussi pour la MINUSMA la sûreté passive des bases de Gao et de Kidal, tout ça pour environ 50 personnes. Et puis on parlait de cette gestion financière du G5 Sahel. Et puis le dernier métier, c'est la capacité de Géos à assurer la MOAD de projets complexes, depuis l'audit initial, depuis le conseil, jusqu'à la réalisation du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de Géos. Quels sont les avantages que je vois à ce type d'action? D'abord, c'est la basse visibilité de l'action de Géos, puisqu'on fait toujours appel à des prestataires locaux. Donc, ce n'est pas une équipe de France qui débarque dans les pays, c'est toujours un prestataire local avec des security managers ou des gens qui organisent tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réversibilité.
c'est que ce genre de contrat, avec ce genre de prestataire, permet de pouvoir inverser la tendance, réduire, accélérer, beaucoup plus que peuvent le faire les institutions régaliennes de notre pays. Et je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire pour les armées. Une fois qu'on s'est installé, c'est toujours très long de désinstaller. On l'a vu à plusieurs reprises. Avec ce type de fonctionnement, on peut le faire beaucoup plus rapidement. La troisième chose qui mériterait d'être consolidée, mais en première approche, c'est que le coût est largement inférieur à ce que peut faire l'État quand on a une mission qui s'apparente à celle que l'État voudrait voir conduire. Et puis enfin, le fait d'engager une société comme Géos, pour les domaines que j'ai évoqués, ça permet de recentrer ou d'alléger les charges administratives, les charges logistiques de l'État si l'État voulait s'engager dans une mission comme ça. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de Géos et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques, pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande.
Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense qu'un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle n'est pas tant dans le matériel, elle n'est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, Port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Monsieur le vice-président, j'en ai fini. Merci, monsieur mon général, d'avoir développé les 4 métiers de GEOS. Je vais donc laisser la parole maintenant à monsieur Fringant, qui est le président directeur général de Défense Conseil International. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers amis, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. DCI, Défense Conseil International, est un statut très particulier. Nous opérons plutôt dans l'ombre. En tous les cas, c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui. Nous sommes un outil de coopération et de rayonnement de la France depuis plus de 50 ans, mais comme vous allez pouvoir le constater, malgré ces 50 ans d'existence, nous sommes un outil neuf en termes d'influence française en Afrique. Pour éclairer mon propos, si vous me permettez, j'articulerai celui-ci en 3 temps. Dans un premier temps, très rapidement, je rappellerai en quoi, et je vous exposerai en quoi DCI est un outil d'influence très particulier au bénéfice ou à la disposition du ministère des Armées, avant d'évoquer devant vous la stratégie que DCI a retenue ces dernières années pour se positionner comme outil d'influence en Afrique. Et enfin, je terminerai en évoquant les résultats intéressants que nous avons pu obtenir ces toutes dernières années, et notamment durant l'année écoulée. Premier point en quoi DCI est un outil d'influence de la France et plus particulièrement du ministère des Armées. Pour aller à l'essentiel, je pense qu'il est important de revenir à la genèse, à la création de DCI. 1972, DCI a été créé pour accompagner les grands contrats d'export à l'armement et assurer la formation opérationnelle dans le cadre de ces grands contrats d'export. Et donc c'est en qualité d'auxiliaire et afin de ne pas obérer la capacité opérationnelle de nos forces que, sur décision et à l'initiative du ministère des Armées, cet organisme a été créé. Peu à peu, avec le temps, et en qualité d'opérateur du ministère des Armées, DCI a été chargé d'assurer plus largement des transferts de savoir-faire opérationnel des armées dans l'ensemble de leurs domaines de compétences, y compris les plus critiques, et en intégrant les savoir-faire de la Direction générale
de l'armement. Tout cela, évidemment, vous l'avez compris, dans le cadre de programmes de coopération internationale. Pour résumer cela, je reprendrai les termes de notre raison d'être inscrite dans les statuts, qui consiste, 1, de contribuer au rayonnement de la France et du ministère des Armées, ainsi que de sa base industrielle et technologique de défense, et également de contribuer au renforcement de la coopération de défense et de sécurité avec les pays alliés et partenaires de la France et de l'Union européenne. Je voudrais citer également la lettre qu'a adressée Mme Florence Parly le 5 mai 2022 en soutien de la candidature de DCI pour se voir confier par l'Union européenne la gestion de projets sur financement européen, et j'y reviendrai dans quelques minutes. Pour citer la lettre de Mme Parly, DCI conduit une mission d'intérêt général et constitue un organisme de droit privé investi d'une mission de service public au sens de la réglementation européenne, en tant qu'opérateur du ministère des Armées pour la mise en œuvre d'actions de coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on opère? Aujourd'hui, DCI, c'est 230 millions d'euros de chiffre d'affaires dédiés exclusivement au domaine militaire et aux domaines, j'insiste, les plus sensibles, avec 1 millier de salariés, 23 centres de formation qui sont répartis en France et à l'étranger, et complètement intégrés aux infrastructures militaires. Nous y accueillons en France des stagiaires étrangers, et à l'étranger, évidemment, des stagiaires des pays dont la France est partenaire, sur des volets et pour des formations extrêmement différentes. À titre d'illustration, nous venons de terminer la formation des équipages de sous-marins Scorpène au Brésil. Nous accueillons en France, j'y reviendrai, des pilotes d'hélicoptères algériens, et nous allons débuter la formation guerre électronique des Polonais dans quelques mois. Cet outil, bien sûr, est un outil totalement contrôlé par l'État, avec une très forte coordination assurée au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons parmi nos organes de gouvernance un comité, qui est le comité d'expertise opérationnelle, qui est présidé par l'officier général en charge des relations internationales auprès du chef d'état-major des armées. Ce comité, auquel je rends compte quelque part, rassemble l'ensemble des officiers généraux en charge des relations internationales auprès de chacun des chefs d'état-major, en représentant évidemment de la DGRIS du ministère des Armées et en représentant de la DGA, le but étant de coordonner ou de s'assurer au travers de cette coordination que les actions menées par DCI sont en parfaite complémentarité et cohérence par rapport aux objectifs des différentes composantes du ministère des Armées. À cette proximité, évidemment, il y a ces liens réguliers que j'entretiens avec le cabinet du ministre des Armées, M. Lecornu, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major particulier, et puis notamment des organismes extérieurs, dont le DCSD que vous avez vu précédemment. Cette proximité unique explique le rôle d'auxiliaire qui nous est confié et le fait que 80% des effectifs soient composés d'anciens militaires ou de jeunes retraités issus des armées qui sont détenteurs d'expertise très rares. La militarité est en notre ADN et participe au sens de la mission, d'ailleurs, qui nous est confiée. Par ailleurs, comme nous sommes une entreprise, nous avons une agilité propre à une entreprise pour répondre le cas échéant et en qualité d'auxiliaire que je viens d'évoquer, des besoins spécifiques avec une cinétique et dans des délais très très courts. Donc pour résumer sur le premier point, vous l'avez compris, DCI est un outil d'influence du ministère des Armées, para-étatique, qui assure une présence française discrète si nécessaire, ça c'est un point essentiel, sur un certain nombre de missions, couvrant l'ensemble des savoir-faire de nos armées et de la DGA. C'est un outil totalement contrôlé par l'État et qui sait faire preuve d'une grande réactivité, y compris dans des domaines d'expertise très critiques. Alors, quelle stratégie retenue ces dernières années pour positionner l'outil sur le continent africain? En fait, jusqu'à une période extrêmement récente, DCI n'avait pas réussi à jouer un rôle d'influence en Afrique, pour plusieurs raisons, sur lesquelles je reviendrai. Mais à mon arrivée, à titre d'illustration en 2019, l'Afrique représentait 0,1% de notre activité, et nous étions présents dans 3 pays. Nous accomplissions des formations de spécialité, notamment à la demande de la CSD, quelques missions au profit d'Expertise France, mais tout cela était extrêmement embryonnaire. Considérant que notre mission était une mission d'influence, nous avons complètement redessiné cette stratégie en adaptant nos produits de formation, notamment, en abaissant drastiquement notre structure de coût, qui était quelque chose de fondamental. Pour illustrer mon propos, en 18 mois, nous avons réduit de 30% cette structure de coûts, et je tiens à rendre hommage à l'ensemble des salariés de DCI qui ont œuvré
à cet effort extrêmement important. Dans le même temps, on a conduit une rénovation complète de notre offre de formation en standardisant nos offres de formation et en les adaptant mieux à un certain nombre de besoins, notamment en Afrique, étant entendu qu'un certain nombre de pays partenaires de la France ne sont pas forcément intéressés par les standards stricto sensu déployés au profit des armées françaises. En parallèle, j'ai eu à cœur de faire connaître et de mettre à disposition cet outil spécialisé des CI auprès des instances de l'Union européenne et de l'OTAN, en profitant du changement d'approche de leur politique de partenariat de défense, appuyé par de nouveaux instruments que sont, comme vous le savez, la Facilité européenne de paix depuis 2021, et pour l'OTAN, les paquets de développement capacitaire de défense, dits DCB. Cette démarche apparaissait d'autant plus logique que l'une des particularités du groupe DCI, et qui en fait un différenciant fort, c'est que notre société couvre l'intégralité du spectre des savoir-faire les plus critiques des armées françaises et de la Direction générale de l'armement, lesquels sont reconnus au niveau international, compte tenu notamment de l'engagement et de la crédibilité de nos forces. Ceci permettait de justifier le positionnement de DCI comme opérateur de référence au-delà de la France, comme opérateur au niveau européen et au sein de l'OTAN dans des domaines sensibles et complexes de défense, aptes à conduire des coopérations militaires. La mise en place, je l'évoquais, de la FEP en 2021, mais aussi le déclenchement du conflit en Ukraine en 2022, a accéléré le recours à cet instrument de partenariat de défense à partir de 2022, je parle de la FEP, et dans ce cadre, DCI a très rapidement identifié comme partenaire naturel et potentiel, ce qui nous a amené à initier un processus d'accréditation, processus dit Pagoda, que j'ai évoqué précédemment, pour bénéficier d'accréditation, à se voir déléguer des crédits européens avec l'aide de l'État. Je veux vraiment souligner le fait que cette démarche n'a été rendue possible qu'avec l'appui très clair de l'ensemble des autorités françaises, à commencer évidemment par le ministère des Armées, par la voix de Mme Florence Parly, qui a désigné DCI comme opérateur du ministère des Armées au travers d'une lettre et qui était une condition de l'acceptation de notre candidature à cette accréditation Pagoda, et d'autre part au soutien sans faille du ministère des Affaires étrangères en la personne de M. l'ambassadeur Philippe Léglise-Tosta, à Bruxelles, lequel nous a permis d'ouvrir un bureau au sein de la représentation permanente de l'Union européenne dès octobre 2022, avant même l'obtention de l'accréditation Pagoda, que nous avons obtenue le 13 juillet 2023. L'insertion dans les locaux est d'autant plus importante qu'elle nous permet une meilleure coordination avec l'ensemble des opérateurs para-étatiques concernés. Je pense évidemment à Expertise France, mais aussi à Civipol. Dans la foulée de cette accréditation auprès de l'Union européenne, nous avons également obtenu la signature d'un protocole d'accord avec le secrétariat international de l'OTAN le 28 juillet 2023, qui constituait une première. Nous sommes pour l'heure la seule et première société habilitée à gérer des projets otaniens de Defense Capacity Building. Donc, en conclusion, sur ce second point, comme vous pouvez le constater, notre stratégie pour garantir l'influence a permis de nous adapter aux réalités des besoins et des capacités en Afrique, mais surtout de valoriser notre positionnement d'opérateur du ministère des Armées pour obtenir, dans un cadre multilatéral, le statut à la fois d'opérateur européen et otanien spécialisé dans le champ de la défense, en espérant ainsi démultiplier l'influence de la France. Troisième et dernier point, pour conclure, les résultats obtenus depuis l'année 2020, enfin, ces dernières années et plus particulièrement depuis 2023, je voudrais insister sur le fait que le mouvement initié en 2021-2022 dans le cadre des relations bilatérales a bénéficié, avec cette réduction de coûts et adaptation des offres de formation, a bénéficié d'un réel effet démultiplicateur depuis juillet 2023 grâce à notre nouveau positionnement auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. Et les résultats sont assez intéressants. Comme je vous l'indiquais, alors que l'Afrique représentait 0,1% de notre activité en 2018, elle va représenter près de 15% en 2024, compte tenu des contrats signés ou en cours de signature. Et alors que DCI couvrait 3 pays africains en 2019, nous avons couvert 14 pays en 2023, en passant de 700 000 euros à 58 700 000 euros de volume d'affaires global dans des domaines, j'insiste, extrêmement critiques du champ de la défense. Et derrière ces chiffres, il faut d'abord y voir, bien sûr, un indicateur de l'accroissement de notre rôle d'outil d'influence. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire à l'après-vert, mais simplement pour vous citer quelques exemples concrets. Dans le champ bilatéral, depuis 2022, nous assurons la formation d'une trentaine de pilotes d'hélicoptères algériens en bilatéral, négociés directement, ou encore la formation de mécaniciens aéronautiques rwandais.
Nous participons au soutien aux exportations d'entreprises telles que Careship, où on forme les équipages des OPV de Careship en 2022-2023 pour les marines sénégalaises et de RCI. En 2023, depuis l'été dernier, nous a été confié par l'EMA la formation état-major de 28 stagiaires issus de 14 pays africains et de 8 stagiaires français. Et vous savez combien l'enseignement militaire supérieur constitue un enjeu d'influence important, notamment en Afrique. Et puis surtout, depuis l'été 2023, nous avons démultiplié notre influence, l'influence du MINARM, en apparaissant, comme je le disais, comme opérateur de l'UE et de l'OTAN. Pour l'UE, nous agissons au Bénin où nous allons fournir des capacités de surveillance et de renseignement ISR. D'autres mesures sont attendues dans les semaines à venir. Pour les pays riverains du lac Tchad, je pense au Tchad, Cameroun, Nigeria, Bénin. Dans le cadre de la force multinationale mixte contre Boko Haram, nous déployons un service de surveillance et de renseignement. Nous construisons ou mettons à niveau des infrastructures de l'avant. Nous allons soutenir la mobilité des forces en sourçant des moyens adaptés. En Somalie, sous la supervision de l'Union européenne, autre exemple, nous sourcerons et nous fournirons des munitions de petit calibre qui doivent servir à l'entraînement des forces. Et autre exemple, s'agissant de l'OTAN, nous accompagnons la Mauritanie pour renouveler sa stratégie de renseignement et nous l'aidons à assurer par ailleurs la reconversion des personnels en tenue qui quittent le service actif et qui sont la proie d'organisations criminelles. Je ne cite pas ici d'autres exemples que nous accomplissons en coordination avec d'autres opérateurs. Je pense notamment notre action en parfaite coordination avec Civipol sur l'Égypte au profit des marines égyptiennes ou encore l'Economa des armées sur une autre action de Mauritanie où nous formons des opérateurs du drone. En toute conclusion, je m'autorise à qualifier ce bilan provisoire de success story et j'en retire quelques éléments de conclusion. Singularité pour DCI. Premier point très important, la militarité de l'outil DCI, auxiliaire des armées et son expérience de plus de 50 ans à l'international qui nous permettent d'être acceptés par nos partenaires africains et de bien comprendre ses besoins opérationnels dès le départ et qui nous permettent ainsi d'être un acteur de mise en œuvre immédiatement efficace. Deuxième point, les savoir-faire spécialisés, notamment dans les domaines les plus critiques et à haute valeur ajoutée, qui ont toute leur place dans les politiques de partenariat aujourd'hui les plus ambitieuses de l'OTAN et de l'Union européenne en accompagnant les besoins de montée en gamme de nos partenaires africains dans des domaines de capacité opérationnelle. Troisième point, au résultat, DCI est aujourd'hui un outil démultiplicateur de l'influence de la France dans le domaine de la coopération de défense en Afrique en permettant aux représentants de la France au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN de répondre au présent pour porter des projets de défense en Afrique, en assurant également la cohérence opérationnelle des projets sur le terrain et en évitant les doublons grâce à l'excellente coordination, je veux insister sur ce point sur le terrain, avec le réseau français des attachés de défense et les coopérants, et enfin en soulageant la charge qui serait sinon celle des forces armées dans des géographies qui sont pourtant, comme vous le savez, prioritaires. L'avenir de DCI en Afrique s'inscrit dans le prolongement des actions menées dans 2 ans, tant directement auprès des pays africains directement que par l'intermédiaire de l'Union européenne ou de l'OTAN. Comme vous le voyez, donc, nous proposons un outil qui n'est pas comme les autres, à la fois spécialisé, réorganisé pour gagner en agilité et en initiative. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. DCI est un outil de partenariat et de coopération unique, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, capable de mettre en œuvre des solutions spécifiques au plus près des besoins des partenaires africains. Il s'agit en définitive d'un vecteur de souveraineté contrôlé et orienté par l'État au service des intérêts de la France en Afrique, comme en Europe et dans l'OTAN. Merci de votre attention.